Tous les 3-4 mois environ, j'organise un marathon jeu. C'est l'occasion d'inviter plein de potes, il y a du monde dans tous les sens, et tout le monde joue non seulement dans ma pièce ici, mais à l'étage, à l'extérieur, sur la terrasse. Cette effervescence-là, elle est trop cool pour partager ma passion. C'est principalement l'occasion de refaire des jeux que je maîtrise, je suis dans ma zone de confort et je peux les apprendre à tout le monde sans difficulté. Des jeux dont j'ai fait 20, 30, 40, 50 parties. Mais c'est aussi parfois la bonne occasion pour sortir des trucs chelous, sortis de l'espace, un petit peu bizarres, que tu peux justement sortir aussi que dans ces moments-là. Dans cette vidéo, je vais vous présenter 20 classiques, mais aussi 10 jeux un petit peu bizarres, un petit peu passé sous les radars, mais que moi j'apprécie beaucoup et que j'ai envie de vous recommander. C'est parti! Avant de commencer, si le concept te plaît, tu peux déjà liker, commenter, partager et t'abonner. Dis-moi si toi aussi t'organises ce genre d'événement où tout le monde joue chez toi pendant plusieurs jours d'affilée. Tu peux aller faire un tour sur la boutique partenaire Golden Meeple s'il y a des jeux qui te tentent dans cette vidéo, c'est cool, ça les soutient. Ils soutiennent la chaîne, donc c'est cool si tu peux les soutenir à ton tour. Et puis si tu veux donner un coup de pouce financier à mon travail, coffee.com/fruitdujeu, tu peux faire un don, voire participer à une tombola et peut-être gagner 50 € de jeux de société. Prochain tirage le 15 octobre, juste après SN, on s'en rapproche. Pour te parler de tous ces jeux, je vais utiliser mes stories sur Instagram. Tu peux m'y suivre d'ailleurs, @fruitdujeu, je partage tous les jours les jeux auxquels je joue. Ça peut te donner des idées de jeux, et puis un aperçu de ce qui va arriver sur la chaîne. On peut aussi en profiter pour échanger, si tu veux des retours à chaud, sur les jeux auxquels tu me vas jouer en story, n'hésite pas. Ok, bon, on va démarrer par les classiques, et le premier, c'est Acropolis. Alors par classique, j'entends pas uniquement des vieilleries, mais j'entends des jeux qui te donnent ce feeling de classique, tu sais. Quand tu y joues, t'as l'impression qu'il y a toujours été là, que c'est un jeu millénaire, un peu comme les dames ou les échecs. Ça, c'est la première définition d'un classique. L'autre définition, ça peut être tout simplement des jeux qui sont pas des classiques pour la majorité des joueurs et joueuses, mais qui sont des classiques pour moi, parce que c'est des jeux qui sortent de manière mécanique quasiment à chaque marathon, tout simplement, parce que c'est des jeux que j'adore, ou que les gens autour de moi les apprécient particulièrement. On va un peu jongler entre ces deux sous-catégories de classiques dans les jeux que je te présente. Acropolis, on est plutôt dans la première catégorie, dans le sens où même si c'est un jeu qui est pas vieux, il a eu plein de prix, il a fait l'unanimité, et pour moi c'est tout à fait justifié. C'est un jeu que je pratique plutôt à 2 joueurs, pour pouvoir contre-drafter dans la rivière de tuiles et bien suivre ce que l'adversaire a sur son plan de jeu. Ce qui est intéressant dans Acropolis, c'est cette quête des étoiles qui vont être des multiplicateurs de score, mais en même temps, t'as pas d'intérêt à construire en hauteur. Pour toutes les autres tuiles, tu as envie de les construire le plus en hauteur possible. Donc à toi de bien agencer tes tuiles pour que ça soit possible, pour que tu puisses mettre les tuiles cruciales vraiment beaucoup en hauteur, au 2e, au 3e, voire au 4e niveau, même si c'est assez chaud, ça se fait. Et garder de la place pour quand même mettre des multiplicateurs au sol et que ça reste pertinent. C'est un jeu qui est très mathématique, le comptage des points est un petit peu complexe, mais en même temps c'est hyper fluide, surtout à 2, hein. Je prends une tuile, tu prends une tuile, je prends une tuile. Donc c'est très accessible et en même temps c'est hyper technique, tu peux vraiment faire des grosses erreurs. Faut faire attention à toujours avoir de la pierre pour pouvoir contrer l'adversaire et pas être à court, pas prendre trop de risques. Donc voilà, c'est ce jeu un peu qui a l'équilibre parfait entre un jeu plutôt familial, très accessible, auquel tu peux jouer avec presque n'importe qui, hein, il n'y a qu'à voir le nombre de prix qu'il a eu pour voir à quel point c'est un jeu grand public, et en même temps, les joueurs dits experts, ils prennent du plaisir, je trouve, donc c'est ça qui en fait pour moi un classique, c'est le nombre de situations dans lesquelles tu peux le sortir, tout simplement. Alors là, pour le coup, un classique total, à la fois classique dans l'empreinte qu'il laisse dans le monde du jeu, et puis dans la fréquence à laquelle il sort chez moi, c'est Hansa Teutonica. C'est un jeu qui ne se joue pas à 2, mais qui se joue très bien à 3, très bien à 4, très bien à 5. Le jeu de base est parfait, on peut y ajouter des maps d'extension si on a envie. C'est un jeu hautement interactif, très fluide. On a au départ 2 actions par tour, on peut augmenter à 3 voire à 5 actions, mais les actions sont tellement simples que ça va vite, on sait ce qu'on fait, on sait où on veut aller, on place des cubes sur des routes et surtout on essaye de gêner nos adversaires. Hansa Teutonica, c'est une sorte d'interaction positive. On va aller emmerder l'autre, non pas simplement par plaisir de le faire, même si c'est toujours amusant, mais surtout dans l'espoir qui nous éjecte pour qu'on puisse à nouveau mettre des pions sur le plateau gratuitement pour pouvoir ensuite les relocaliser, faire des coups d'éclat. On va récupérer une zone en un tour. Il y a des courses un petit peu partout. Il faut bien gérer ses priorités. On doit améliorer notre plateau personnel. Dans quel ordre est-ce qu'on fait les choses? On ne pourra pas tout faire car il y a aussi cette tension autour de la gestion de fin de partie. Au début, on a l'impression que ça va durer très longtemps, et puis ça peut s'enchaîner, ça s'arrête dès que quelqu'un arrive à 20 points de victoire, on ne termine même pas la manche en cours, on ne termine même pas le tour de la personne qui était en train de jouer, donc c'est une fin au cordeau, à la lame de rasoir, comme ça, qui peut tomber.
On la voit venir, mais elle peut arriver plus vite que ce qu'on pense. Il faut apprécier ça. Il faut aimer les jeux à interaction forte où les autres peuvent vraiment complètement ruiner vos plans. Mais pour autant qu'on apprécie ce type de jeu, c'est absolument fabuleux, Hansa Teutonica. Là, il était joué à 5, j'ai pas participé à la partie, mais c'était un plaisir de la voir se dérouler sous mes yeux, pendant que moi je jouais à autre chose, mais tu sais, tu fais des allers-retours pour voir comment ça évolue, tu viens prendre l'ambiance, tu viens entendre comment ça chouine autour de la table. Évidemment, à 5 joueurs, dont certains qui découvraient, c'était un petit peu long, mais au final, c'est que du bonheur, et quand on est entre connaisseurs, c'est encore plus savoureux. Unmatched est devenu pour moi un classique du jeu d'affrontement à 2 joueurs. On peut y jouer à plus techniquement, mais ne faites pas ça chez vous. Pour moi, c'est vraiment un jeu à 2, frontal. On peut aussi y jouer en coopération. On a fait une vidéo sur la chaîne qui débriefe non seulement le mode coopératif, mais aussi toutes les boîtes d'extensions et par quelle extension commencer Unmatched si on veut se plonger dedans. Unmatched, ce que j'adore, c'est que c'est viscéral. La partie va durer 20-25 minutes, rarement plus, parce que notre temps est compté. À chaque fois qu'on veut déplacer sa figurine, on doit piocher une carte. Donc notre deck va arriver à l'épuisement à un moment, on est obligé de faire des actions, on ne peut pas passer notre tour, donc le jeu va avancer, et on va parfois prendre des risques, tenter des coups de bluff, parce que quand on joue une attaque, elle est face cachée, notre adversaire peut défendre également avec une carte face cachée, et donc on essaye de lire l'adversaire. Est-ce qu'il va jouer sa carte d'attaque forte maintenant? Est-ce que c'est plutôt une attaque faible, qui est une feinte, qui est juste destinée à annuler les effets de la carte qu'on va jouer en défense? Des fois on choisit de ne pas se défendre pour garder des ressources ensuite. C'est vraiment un jeu très tactique, d'épuisement, avec une dimension aussi mind game, donc c'est vraiment à celui qui sera le plus roublard, le plus malin, et le gameplay du personnage change énormément la physionomie de la partie. Certains vont être davantage à distance, vont se déplacer constamment et fuir. C'est le cas de l'homme invisible, par exemple. Ici, on testait une nouvelle boîte, Bigfoot versus Robin des Bois. Donc Robin des Bois a plein d'acolytes, il peut se cacher derrière eux et attaquer à distance. Bigfoot va être beaucoup plus bourrin, quitte à y perdre des points de vie, à y laisser des plumes au passage. Donc c'est toujours très intéressant de découvrir un nouveau personnage. C'est aussi intéressant d'approfondir le même pendant plusieurs parties. Unmatched, c'est pour moi un classique du jeu d'affrontement. Dès qu'on est 2, je le propose. Underwater Cities, un classique de l'Eurogame, le meilleur jeu de Vladimir Suchy, à n'en pas douter. Moi, j'apprécie d'y jouer à 2 joueurs plutôt, mais là il était pratiqué à 3. Là aussi j'ai pas participé à la partie, mais c'était intéressant de voir qu'il était possible d'initier une nouvelle joueuse directement avec l'extension. Finalement, elle n'était pas si perdue que ça, et en fait, Underwater City, c'est un bon jeu passerelle après un Ark Nova, par exemple. On retrouve ce feeling de pose de cartes avec ce côté placement d'ouvrier en plus. Il faut créer des synergies entre la couleur de l'action sur laquelle on pose notre ouvrier et la couleur de la carte qu'on souhaite jouer. Tout ça va créer des dilemmes à chaque tour, en fait, et d'autant plus quand on ajoute la tension autour des emplacements d'ouvriers. Par exemple, quand on arrive sur les derniers tours où il faut aller chercher des cartes spéciales, il n'y a qu'un seul emplacement qui est dédié à ça. Il faut bien peser le pour et le contre de est-ce que je le prends maintenant, est-ce que je prends le risque d'attendre d'avoir une carte qui colle avec cet emplacement, quitte à me faire prendre l'action par un adversaire. C'est aussi un jeu qui monte en puissance, où au début de la partie, on va un peu galérer en termes de ressources, et puis d'un coup, on va avoir des revenus faramineux, on va repartir de plus belle. C'est très casse-tête, c'est très prise neurone. L'extension nous donne un petit kickstart, un peu à la manière d'un prélude de Terraforming Mars, qui fait qu'on joue une manche de moins, ce qui est vraiment une très bonne idée, en fait. Ça permet de rendre la partie plus incisive, plus explosive dès le début. C'est un excellent jeu. C'est délicat de le conseiller avec l'extension, parce qu'il faut acheter un jeu de base à 40€, plus une extension à 40€, mais franchement, ça vaut la peine. L'extension ajoute des plateaux double couche en plus, donc argument imparable. Un classique beaucoup moins Eurogame pour le coup, mais un classique quand même. Trio avec son as d'or, ça y est, c'est déjà devenu un classique des soirées jeux, et pour moi, il se pratique vraiment très bien, comme on l'a fait au marathon, c'est-à-dire à 6 joueurs en équipe, 3 équipes de 2. Entre chaque trio, on peut échanger une carte. Les équipes qui n'ont pas réalisé de trio peuvent échanger une carte, et là,
c'est à la fois assez tactique et en même temps hilarant parce qu'on peut pas vraiment communiquer. Donc on essaie de comprendre ce que notre coéquipier veut nous faire comprendre en nous passant telle carte. Mais parfois, comme ça arrivé là, on se comprend pas bien, ça donne lieu à des quiproquos. On se passe une carte, on se la repasse après, on annule nos mouvements et on stagne un peu comme ça. Il y a de la mémoire, on a la pression de notre partenaire qui est encore plus forte que la pression des autres équipes parce que il sait qu'on a des infos, il veut qu'on fasse certains moves. Il y a une tension qui s'installe, d'autant plus si on joue avec la variante pick and T. C'est 5-10 minutes la partie, c'est très drôle, c'est frustrant quand on perd, on a envie de faire une revanche, on est frustré aussi d'avoir une mauvaise mémoire, ce qui est beaucoup le cas quand on devient adulte et avec l'âge, ça s'améliore pas, mais ça rend le jeu d'autant plus fun. Voilà, si on est vraiment allergique à la mémoire, on peut passer à côté, mais dans tous les cas, la partie n'est pas très longue, donc c'est avant tout un jeu qui fait passer un bon moment et le jeu par équipe donne juste ce qu'il faut d'aspect compétitif, ce challenge d'essayer d'écraser les adversaires en face. Trio par équipe à 6, c'est hyper fun, c'est un classique. Classique des classiques de l'Eurogame, Concordia de McGertz. McGertz qui est un auteur qui s'est beaucoup fait connaître pour sa roue d'action et dans Concordia, il a revisité ce système de la roue d'action avec des cartes qu'on joue petit à petit et qu'on ne peut récupérer qu'au bout d'un certain cycle. Et donc, comme sur une roue d'action, on ne peut pas enchaîner plusieurs fois les mêmes actions, eh bien, il faut bien gérer sa main de cartes, savoir quand reprendre, quand poursuivre, et petit à petit, cette main de cartes, elle va s'enrichir. C'est un jeu en quelque sorte de handbuilding, puisqu'on va pouvoir acheter des nouvelles cartes dans un marché commun qui vont aussi nous servir de façon de scorer. Chaque carte vient non seulement avec une action, mais aussi avec des points de victoire. Si vous connaissez pas Concordia, il faut l'essayer. Ça se joue très très bien à 5. On peut aussi y jouer à moins nombreux, à 2, voire à 3, si on acquiert des maps qui sont plus restreintes et qui sont prévues pour un nombre de joueurs plus bas. C'est un jeu très très fluide, très très tendu quand on arrive dans ces derniers tours, avec une vraie dimension stratégique, et en même temps, pour savoir jouer quelle carte à quel moment, faut aussi de la réflexion tactique, faut analyser ce qu'ont fait nos adversaires. Il y a une course notamment sur les positionnements, parce que quand vous arrivez premier à poser une maison quelque part, c'est pas trop cher, mais si vous attendez que quelqu'un soit déjà là, vous devez payer le double, puis le triple, voire le quadruple, ça devient impayable. Donc il y a une vraie course, il y a une vraie tension autour des emplacements sur la carte. Il y a aussi beaucoup de tension sur le marché commun et savoir quand acheter ces cartes et pour les piquer au nez à la barbe de nos adversaires. Il y a énormément d'implications stratégiques dans Concordia. Bien réfléchir à quelle carte acheter. C'est un jeu très très riche et pourtant très très simple, très épuré, qui s'explique en 5 minutes. C'est une masterpiece Concordia. Je l'ai depuis 2013 et j'y joue encore tous les ans. C'est un classique. Autre style, mais classique tout de même, Challengers, un classique dans le sens où c'est un incontournable quand on est beaucoup. Jouer à Challengers à 8, c'est une expérience, parce que Challengers est un jeu de tournoi. Vous allez revivre les émotions de la cour de récré quand vous vous baladiez d'une personne à l'autre et que vous les affrontiez aux billes ou aux cartes Pokémon ou que sais-je encore, bah là c'est pareil, on se balade avec son petit deck qu'on va améliorer de manche en manche. Même si on est très mauvais, on fera quand même les 7 manches, on va gagner des points de victoire à chaque fois qu'on remporte un duel, et puis à l'arrivée, seuls ceux qui ont accumulé le plus de points de victoire auront le privilège de s'affronter dans une bataille finale, et là tous les éliminés vont encourager leur poulain, scander leur nom, et il y a une ambiance du feu de Dieu tout simplement. Challengers, c'est de la bataille, donc là où vous jouez vraiment, c'est dans la construction de deck, mais il y a plein d'options, plein de latitudes pour créer son deck, parce que à chaque manche, on peut piocher jusqu'à 10 cartes, on peut épurer son deck comme on le veut, donc c'est beaucoup plus technique qu'il n'y paraît. Bien sûr, à l'arrivée, il y a beaucoup de chance, parce qu'après, ça se joue en mode automatique, vous tirez vos cartes une à une, et si ça sort pas, mais c'est pas grave, parce que vous enchaînez avec une autre partie derrière, les duels font tous 2-3 minutes, et ce qui est surtout gai, c'est de se balader de table en table, d'aller dans un endroit spécifique pour améliorer son paquet de cartes, et d'évoluer comme ça dans l'espace de jeu. Ça crée une ambiance unique qui fait de Challengers un incontournable quand on est 8, et chez nous, c'est un classique. Port-Royal d'Alexander Pfister est un classique du stop ou encore. Ça se joue idéalement à 4-5 parce que le rythme de jeu est très bon, car c'est l'un de ces jeux où vous pouvez jouer en dehors de votre tour. Quand c'est le tour d'un joueur, il commence à
retourner des cartes sur la table, il en retourne tant qu'il veut, du moment qu'il n'a pas deux bateaux de couleur identique. Dès que cette situation se produit, bim, son tour est terminé et il peut rien faire. Tant que c'est pas le cas, à tout moment, ce joueur ou cette joueuse peut choisir de s'arrêter pour récupérer une carte au milieu de la table. Ça peut être un bateau qui vous donne de l'argent, ou ça peut être un personnage que vous achetez pour de l'argent qui vous donne une capacité spéciale et des points de victoire. Et ça, c'est très très ludique parce qu'il y a d'abord l'aspect amusant du stop ou encore qui fait qu'on sait jamais exactement ce qui va se passer. Si on prend plein de risques et qu'on se retrouve avec 5 bateaux de couleurs différentes sur la table, on peut alors récupérer 3 cartes d'un coup, donc c'est la fête du slip, mais on peut aussi très bien finir bredouille si on tente trop le diable et que ça passe pas. L'autre aspect extrêmement ludique de Port-Royal, c'est ces pouvoirs que vous allez acquérir au fil de la partie qui vont vous donner un gameplay unique. Par exemple, quand la rivière est vide, lorsque votre tour arrive, vous gagnez un sou, du coup, même quand vos adversaires brûlent et se retrouvent sans rien, vous avez quand même une petite compensation. On peut aussi choper des symboles pour essayer de faire des quêtes, et quand on aura les bons symboles, on va avoir un gros boost de points de victoire et d'argent, ce qui va encore plus nous pousser à prendre des risques pour aller chercher les bons symboles, ou avoir assez de pièces quand ils sortiront. Il y a plein de retournements de situation dans Port-Royal, c'est une course pour atteindre les 12 points de victoire, c'est très fun. Et si vous avez vu ma rétrospective consacrée à Alexander Pfister, vous le savez, c'est le jeu qu'il a créé qui préfère devant Great Western Trail et compagnie, et oui. Là en plus, c'est la version Big Box que j'ai récupérée à pas cher, il y a plein de variétés dans la boîte, c'est plutôt cool, Port-Royal c'est un classique. Hitster, ça a beau être sorti récemment, c'est déjà un classique des fins de soirée, quand t'es fatigué, quand t'as plus d'énergie, ou au contraire quand t'es à l'apéro, que t'as juste envie de discuter et de boire un verre, quoi de mieux pour mettre de l'ambiance qu'un Hitster. Hitster, vous le savez, c'est le blind test qu'a rencontré Timeline. On s'en fout si tu connais pas le nom de la chanson, c'est un bonus, mais c'est pas obligatoire. Ce que tu dois surtout faire, c'est parvenir à le placer dans une ligne du temps. Alors cette chanson de Madonna, est-ce qu'elle est sortie avant ou après 82 ? T'exploses de joie quand tu tombes sur une chanson que tu connais, parce que si tu te plantes pas, tu peux gagner un jeton qui peut après te permettre de changer ta carte quand elle te plaît pas, ou même de contester l'équipe adverse quand ils sont en train de dire n'importe quoi. Si t'as raison et qu'eux ont tort, tu pourras leur piquer leur carte et marquer un point à leur place. C'est très fun, il y a juste ce qu'il faut de règles, ça se joue plutôt en 2 équipes, sinon ça devient interminable. Il y a de la tension jusqu'à la fin, il y a des retournements de situation, et ça te fait ressortir de ton cerveau des sons que t'avais complètement oubliés, avec ces fameux coups de vieux quand tu te rends compte qu'une chanson que tu connais par cœur a déjà 20 ans. Je sais pas vous, mais moi j'ai déjà acheté 3 boîtes et elles sont rentabilisées. Hitster, c'est un classique. Classique des classiques du jeu de dés, Las Vegas, un jeu extrêmement fun, très simple. Tu lances des dés, tu places tous les dés d'une même valeur pour avoir la majorité sur un casino. Sauf que à l'arrivée, s'il y a des égalités dans les majorités, elles vont s'annuler et c'est les personnes placées derrière qui peuvent récupérer le pactole. Rien qu'avec cette petite règle-là, tu as un jeu où les retournements de situation sont incessants, où il peut se passer quelque chose jusqu'au bout. Avec l'extension, tu peux ajouter des tout petits twists pour pas compliquer des règles déjà très épurées. Par exemple, là, on jouait avec le gros dé qui vaut 2 au lieu d'1. Ça crée juste ce qu'il faut d'incertitude. Tu rentres dans tes batailles où tu laisses ta chemise parce que t'es à 4 dés contre 4 dés pour avoir ces 100 000 $ et tu veux absolument tirer ce dé qui te fera un 5e. Des fois, tu balances tout, tu sécurises, tu mets 5 dés d'un coup. Des fois, tu vas au compte-gouttes pour garder de la latitude, en avoir encore sous le coude par après. Las Vegas, c'est des éclats de rire. Il y a des trucs complètement improbables qui se passent dans une partie. Tout ça avec quelques brouettes de dés et le simple plaisir de lancer des dés, tu connais, suffit à en faire un jeu agréable et pas prise de tête. Beaucoup plus méconnu pour le coup, mais un classique chez moi, Assyria d'Emanuele Ornella, un Istari bien sûr, un éditeur que je porte dans mon cœur. J'ai fait une rétrospective sur leur jeu si vous l'avez pas encore vu. Assyria, c'est un jeu extrêmement difficile où on crève la dalle, on a très peu de nourriture, on doit poser des huttes à chaque tour stratégiquement pour à la fois récupérer des chameaux qui sont la monnaie du jeu et puis des points de victoire. Il y a très peu d'axes stratégiques mais tous sont très bien équilibrés et surtout représentent des choix cornéliens. Est-ce que tu vas viser les points à court terme et faire des puits en zone aride? Est-ce que tu vas à l'inverse jouer sur la durée en créant des sites de ziggourats pour avoir des nouveaux points de départ après la crue en fin de manche? Est-ce que tu vas investir dans les dignitaires sur le côté droit du plateau pour essayer d'avoir des majorités qui vont te scorer des points de victoire et te faire des petits bonus en fin de manche? Ou est-ce que tu vas plutôt agrandir tes ziggourats et te dire « Ah, je vais scorer à chaque tour ». Est-ce que tu vas acheter de la bouffe pour le tour suivant? Bref, que des choix cornéliens avec très peu de règles. C'est une merveille d'épure. C'est un jeu extrêmement tendu. Les 8 manches te font suer à grosses gouttes du début à la fin. Mais si vous aimez les jeux
un peu au cordeau comme ça, où chaque décision pèse dans la balance, Assyria, c'est un incontournable, et chez nous, il sort à chaque marathon. Ça y est, on est parti dans les Istari, et un classique pour le coup hyper méconnu, mais qui chez nous sort vraiment littéralement à chaque marathon, c'est Mousquetaires du Roi. Pourquoi ? Parce que c'est un jeu au souffle assez épique, qui se joue uniquement à 5 joueurs, 4 contre 1, les 4 mousquetaires contre Milady. C'est donc du semi-coopératif, cette Milady, tu vas la détester, tu vas la haïr de toutes tes forces, mais avec les autres mousquetaires, vous allez unir vos forces pour arriver à accomplir la quête des ferrets. Pendant que vous faites cette quête des ferrets, qui va vous demander de réaliser des duels à coups de dés, qui va vous demander de réunir suffisamment de cartes, un peu à la pandémie, pour pouvoir accomplir des défis, donc il va falloir vous échanger des cartes, etc. Pendant ce temps-là, Milady vous met des bâtons dans les roues partout ailleurs. À La Rochelle, elle essaye de gagner un tir à la corde pour vous faire perdre la partie, elle essaye de déshonorer la reine, ce qui va aussi vous faire perdre la partie instantanément si ça arrive, donc il faut aller se défendre, mais pendant ce temps-là, la quête n'avance pas, c'est le bazar, vous êtes assaillis de toutes parts, et pourtant, cette fois, on a gagné. Le jeu est extrêmement difficile, ce qui en fait un jeu épique, vous pouvez perdre à tout moment, mais si vous y croyez jusqu'au bout, si vous avez ce qu'il faut de chance et surtout de camaraderie, parce que l'union fait la force dans ce jeu, vous pouvez y arriver. C'est un jeu qui nous a fait vivre, encore une fois, des émotions inénarrables. Vraiment, on était sur les fesses jusqu'au bout, on se rongeait les sangs, et on est parvenu sur un lancer de dés final à l'emporter. Je suis pas un grand amateur de lancer de dés, mais quand ça vous fait vivre des émotions comme ça vaut vraiment le coup, et rien que pour ça, Mousquetaires du Roi est un indétrônable classique ici. Chez nous, Gambit 7 est un classique du jeu de questions, c'est hyper fun, ça dure un quart d'heure, et on est pris dans la partie tout du long. C'est 7 questions, pas une de plus, pas une de moins, où vous devez donner une réponse numéraire pour être le plus proche possible de la réponse sans jamais la dépasser. Par exemple, combien mesure un rouleau de papier toilette en centimètres ? Quelle est la taille d'un spaghetti ? En quelle année a-t-on inventé le fil à couper le beurre ? Voilà, ce genre de truc que personne ne sait, mais t'as peut-être quand même une vague idée. Quand tout le monde a écrit sa réponse, on les met tout au milieu, on les classe par ordre croissant, et la nouvelle phase, t'as 2 jetons pour te placer. Et t'es évidemment pas du tout obligé de te mettre sur ta propre réponse. Donc si Michel, là-bas, il semble très bien s'y connaître en fil à couper de beurre, bah tu lui fais confiance, tu te places sur sa réponse. Comme t'as 2 jetons, tu peux mettre un à une extrême, un à l'autre pour maximiser tes chances de l'emporter, ou tu peux tout miser sur quelqu'un. Voire, une fois que tu as des points, tu peux balancer ton Gambit 7. Et là, c'est méga qui tout double, c'est-à-dire que soit tu vas multiplier ton score par 7, soit tu vas retomber à 0. Et ça crée des situations de malade où tu peux avoir 5000 points et puis retomber à 0 parce que t'as trop fait le malin, ou à l'inverse, tu peux te sentir bien en sécurité parce que t'es en tête de 100 points et quelqu'un va te dépasser en faisant un x7 sortie de l'espace. C'est hyper fun. Alors bien sûr, retomber à 0, ça peut être assez frustrant, mais comme la partie dure un quart d'heure, c'est pas grave, ça crée une ambiance de folie, t'enchaînes les questions, il y a du sablier tout le temps pour que le rythme reste bon en permanence. Attention, c'est pas facilement trouvable, Gambit 7, c'était édité par Days of Wonder à l'époque, mais moi je sors ma boîte à chaque fois, et c'est devenu un classique des jeux de questions. Trouve-moi un jeu à 5 joueurs qui se joue en 45 minutes et qui a autant de profondeur que Nidavellir. Franchement, ça va être compliqué. Nidavellir, c'est un classique pour ça, c'est que quand t'es 5, que tu veux un jeu qui te donne quand même un peu de réflexion, mais t'as pas envie que ça dure 2 heures, ben c'est un incontournable, c'est imbattable. Tout le monde joue simultanément, ce système de coin building, il est hyper plaisant, le système de collection où tu ramasses des nains, à la fois si t'en as plein dans une même famille, t'es gagnant, à la fois si t'en as plein des différents, t'es gagnant aussi, tu chopes des héros. Les héros, il y a juste ce qu'il faut de différent pour créer une forme de méta. Est-ce que tu vas tenter de faire les dwergs ou non? Donc d'avoir les 5 frères qui te feront masse points, mais en même temps ça va être compliqué. Est-ce que tu vas prendre le héros qui te permet de poser ta pièce une fois que tout le monde a révélé la sienne? Nidavellir, c'est un jeu du regretté Serge Laget et c'est trop fort, c'est trop fluide. Vraiment, le rythme de jeu est constant, t'as des choix tout le temps, tu te fais des crasses facilement, il y a de la tension jusqu'au bout de la première manche pour les majorités. Après, il y a ce shift où, un moment où tu essayes de faire des héros, tu vas te dire, ok, maintenant j'essaye de maximiser mon score, et
Tout ça rend le jeu passionnant. J'en ai fait 15-20 parties dans cette configuration. C'est toujours un plaisir de le sortir et j'ai personnellement pas besoin d'extension. Je trouve le jeu très bon comme ça, parfait dans son épure. Il n'y a rien à acheter, ni à dire, c'est du tout bon. Classique parmi les classiques, Race for the Galaxy. Je l'ai déjà dit plein de fois sur cette chaîne, c'est mon jeu préféré et pourtant, paradoxalement, je n'y joue qu'avec une seule personne. Mais quand cette personne est là, Lucien, SO, si tu regardes, évidemment qu'on y joue, évidemment qu'on va enchaîner 3 parties d'affilée, évidemment que ça va être à la fois hyper rapide et hyper tendu. On va essayer de prédire les cartes actions que balance notre adversaire. On va essayer de pouvoir profiter des actions qu'il met en place. On va essayer de le battre à la course. On va essayer de le devancer sur le prestige. On va essayer de lui chipper les objectifs sous le nez. Tout ça reste régi par l'aléatoire des cartes, mais c'est ça qui rend le jeu galvanisant, c'est ça qui donne envie d'en refaire une derrière quand on a eu un tirage qui était défavorable. C'est le jeu de cartes à combo par excellence. C'est très difficile de rentrer dedans, Race for the Galaxy, c'est pas pour rien que j'y joue qu'avec toujours la même personne, mais si vous trouvez un partenaire et il vous en suffit d'un pour plonger avec vous dans ce jeu et parvenir à acquérir toute la littératie, toutes les connaissances qu'il réclame pour être apprécié à sa juste valeur petit à petit, ensemble, vous serez le plus heureux des couples de joueurs-joueuses. Encore un classique que beaucoup ont redécouvert dans la version Super Meeple, Endeavor, l'âge de la voile, où il y a plein de modules. Moi, c'est un jeu de base de 2009, dans sa version Istari+, et ça me convient très bien comme ça, j'ai pas besoin d'ajouter des modules, pour moi le jeu se suffit à lui-même. Endeavor, ça fait partie de ces rares jeux de gestion où là aussi on peut jouer à 5 en un temps de jeu réduit, je pense qu'on a joué en 1 heure, 1 heure et quart, et ça castagne, il y a de l'interaction forte, des batailles pour les positions sur le plateau. Là, c'était une partie où ça a canonné sévère, la poudre a parlé. À 5 joueurs, ce qui est très agréable, c'est qu'on va pouvoir ouvrir les différents continents en affrétant suffisamment de bateaux, chose qui est rarement possible quand on joue dans les configurations les plus basses. Endeavor, c'est de l'optimisation constante, aller choper le bon jeton au bon moment pour débloquer le palier suivant sur son plateau. Là aussi, plein de dilemmes. Est-ce que je fais de l'esclavage avec le risque que quelqu'un l'abolisse, mais ça va me donner un coup de fouet, c'est le cas de le dire malheureusement, pour démarrer fort dans la partie et avoir tout de suite des bâtiments plus puissants, une économie plus performante, etc. Est-ce que je vise des routes stratégiques? Est-ce que plutôt je bouffe à tous les râteliers et j'essaye de profiter des continents que mes adversaires ont ouverts? Pareil pour les cartes, il faut bien gérer quelles cartes on prend sur son plateau, bien gérer aussi la récupération des jetons bleus qui nous donnent des actions supplémentaires. Endeavor, plein de décisions intéressante, et pourtant c'est hyper fluide, ça se joue vite, 7 tours, 7 bâtiments, c'est carré, il n'y a rien qui dépasse. Endeavor, un classique ultime du jeu à 5 joueurs. J'ai pas beaucoup de coopératifs, mais quand je dois en sortir un, je sors celui-là, c'est probablement mon jeu coopératif préféré, c'est The Loop. The Loop, j'ai toutes les extensions, c'est un jeu de Théo Rivière et de Maxime Rambourg que j'adore. Il y a du deck building, il y a une direction artistique complètement zinzin. On doit se battre contre un scientifique fou qui voyage à travers les époques. Le gameplay est super, les missions sont variées, on te demande de faire des trucs différents à chaque fois. Toutes les cartes sont différentes et elles sont toutes délirantes et elles ont des effets qui partent dans tous les sens. Les extensions sont géniales, il y a une richesse, une générosité éditoriale dans The Loop qui est folle, parce que rien que dans la boîte de base, t'as 3 modes de jeu différents. Si t'ajoutes les extensions, t'as encore des surcouches de possibilités avec Foodzilla qu'il faut combattre, qui réinvente complètement la façon de jouer. Ça n'a plus rien à voir avec le jeu de base. Donc The Loop, c'est un coopératif à partir de 2 joueurs absolument fabuleux pour qui aime ce genre d'expérience. Ça se joue en 1 heure environ. C'est difficile, la difficulté est bien dosée. On a perdu ce coup-là. Il souffre potentiellement du syndrome du joueur alpha, c'est-à-dire que s'il y a un joueur qui veut choisir toutes les actions lui-même, il peut le faire, parce qu'on joue avec sa main révélée, etc. Donc il faut jouer le jeu, c'est le cas de le dire, et laisser chacun faire son propre tour, quitte à ce que ce soit pas complètement optimisé. Éventuellement, de temps en temps, suggérer de faire cette action-là plutôt que l'autre, mais vraiment restant dans le dialogue, sans prendre le pouvoir sur les actions de l'autre.
Si tant est qu'on respecte ce code de l'honneur, entre guillemets, ben The Loop est un très très grand jeu coopératif et un classique de par chez moi. Un classique de Stefan Feld que je préfère à 2 joueurs, c'est Carpe Diem. C'est de la pose de tuiles sur son plateau personnel. On essaye de créer des bâtiments en 2 moitiés, parfois plus, pour débloquer de nouvelles tuiles ou du scoring ou des ressources. Et surtout pour remplir des objectifs, parce qu'il y a 4 manches dans la partie. À la fin de chaque manche, on va devoir se placer à cheval entre 2 objectifs qu'on va devoir, pour bien faire, valider tous les 2. Sinon, on va perdre des points. C'est un système de roues, donc à chaque tour, tu te déplaces d'un emplacement à un autre pour récupérer une nouvelle tuile. Si tu joues à moins de 4 joueurs, il y a quand même 4 tuiles sur chaque emplacement, mais dès que tu en as pris autant que le nombre de joueurs, ce qui restait dégage. Donc il y a une interaction indirecte, mais qui est assez forte, d'aller shipper les tuiles que veut l'adversaire, ou même si la tuile ne t'intéresse pas, tu fais en sorte qu'elle disparaisse en allant plusieurs fois sur cet emplacement. Il y a beaucoup de tension, il y a moyen de twister le chemin que la roue t'impose en payant un pain, ressource très précieuse parce qu'elle te permet aussi de rescorer des objectifs ou de pallier aux conditions d'un objectif que tu n'aurais pas rempli. Donc Carpe Diem, c'est parfait, ça se joue en une petite heure, c'est un jeu auquel j'ai beaucoup joué à 2 avec Benjamin, on a pris à chaque fois un plaisir énorme et il y a une vraie incertitude sur qui va l'emporter jusqu'au bout, parce que d'une manche à l'autre, vous pouvez vraiment dégringoler au score ou remonter et faire des objectifs vraiment explosifs. C'est un très très grand jeu, Carpe Diem, et c'est un classique du jeu à 2, voire à plus, par chez moi. Je passe rapidement dessus parce que j'en parle tout le temps, mais comment ne pas mentionner Grand Austria Hotel de Simone Luciani, un jeu de draft 2D et de contrat. Il faut parfaitement optimiser chacun de ses choix pour parvenir à remplir ses contrats, à savoir des clients qu'on va nourrir, qu'on va abreuver et puis qu'on va ensuite envoyer dans nos chambres. En plus, avec l'extension, il y a la possibilité de les faire danser au bal en leur filant du champagne. Les possibilités sont démultipliées, mais la tension reste très présente. On galère sans arrêt avec les sous. Si on galère pas pour les sous, on galère sur autre chose, par exemple sur les chambres, etc. Donc c'est très tendu et en même temps, quand on parvient à bien résoudre le puzzle que nous propose le jeu, eh bien on peut scorer dans les 200 points, comme c'est le cas de mon épouse par exemple. Moi je perds systématiquement face à elle. Là je faisais découvrir le jeu, donc ouf, j'ai pu gagner pour une fois, mais ça reste un jeu dans tous les cas qui est vraiment plaisant, qui est explosif, où on fait des coups qui partent dans tous les sens, donc faut aimer ce genre de profusion de bonus, mais en même temps ça va avec des tours beaucoup plus tendus, où on se sent beaucoup plus pris à la gorge, donc pour moi ces montagnes russes-là, elles me conviennent bien. Voilà, l'interaction n'est pas très forte, c'est un petit peu du contre-draft dans la prise de dés, c'est plutôt léger, mais si ça vous dérange pas, c'est vraiment un classique de l'Eurogame, et un jeu au thème finalement qui donne une ambiance paisible, agréable, et il y a un côté très satisfaisant à remplir toutes ces petites cases vides avec des cubes en bois comme ça. Et le dernier classique du jour, c'est Our de Paolo Mori. J'en avais parlé dans une vidéo dédiée. C'est un des premiers jeux de Paolo Mori, si pas le premier. C'est un jeu assez méconnu. Il faudra que je parle de Paolo Mori, qui est vraiment un grand auteur. Ce sera peut-être la prochaine rétrospective quand j'aurai fini Uwe Rosenberg. Paolo Mori, c'est un auteur très très fort pour faire des règles extrêmement épuré et une grande profondeur de jeu. C'est le cas ici dans Our, qui est un jeu, là encore, très explosif, qui peut parfois se jouer en une demi-heure. Allez, 1 heure maximum, qui se joue parfaitement à 4 joueurs. C'est un jeu de conquête de territoire, mais très original, parce que à chaque tour, vous avez une tuile que vous avez précédemment récupérée sur la zone de jeu, et qui vous donne vos 2 actions du tour. Vous pouvez utiliser ces 2 actions, il n'y en a que 5 différentes, et leur efficacité va dépendre de votre placement sur la carte. L'agriculture va être forte si vous avez des grands groupes de tuiles reliés. La guerre va être forte si vous avez des positions stratégiques avec beaucoup de cubes et que vous voulez vous étendre, etc. Le bleu va vous servir à vous réorganiser, et puis quand vous avez réussi à accumuler 5 cubes sur une tuile, vous pouvez les retirer du jeu et obtenir une ziggourate, et vous essayez de faire des sets de tuiles de couleurs différentes, les ziggourates étant des jokers. Tout ça, ça serait facile s'il n'y avait pas vos adversaires qui venaient vous barrer la route, qui venaient vous taper dessus. Là aussi, l'interaction est très forte, on peut complètement galérer dans sa partie, on peut complètement passer à côté, mais si tant est qu'on parvient à comprendre toute cette subtilité, le fait qu'on doive échanger sa tuile à chaque tour, etc., il y a
énormément de profondeur avec très peu de règles, avec seulement 5 actions différentes qui en plus sont conditionnées par votre position sur le plateau. Et ça en fait un jeu assez unique. Moi, je connais pas d'autres jeux qui ressemblent à Our, et rien que pour ça, c'est un jeu que je sors dès qu'on est 4, dès que je peux le faire découvrir. J'adore Our, c'est chez moi un classique. Allez, on passe aux bizarreries, des jeux un petit peu loufoques, parfois un peu bancals, qui sont pas à mettre entre toutes les mains, mais qui se sortent d'autant mieux dans un contexte où on joue à plein de jeux. Comme ça, dans le pire des cas, si ça fait pas mouche, t'enchaînes avec un autre jeu derrière et c'est vite oublié. Mais c'est aussi des jeux qui vont être un peu plus expérimentaux, qui vont pouvoir être rafraîchissants et parfois très drôles de par leur grain de folie. Je commence avec Wonderful Kingdom, un jeu que personne n'aime, j'ai l'impression, sauf moi. C'est la suite de Wonderful World qui avait très bien marché, et ce jeu s'est pris un four. Il était passé par Kickstarter, et moi je le vois déstocké partout. Très peu de gens l'ont acheté. Je pense qu'il a énormément décontenancé par son gameplay, parce que c'est un jeu avec une énorme dimension bluff. C'est toujours du draft, sauf que y a un système où vous posez des cartes de part et d'autre d'un plateau, et vous pouvez, sur la manche, en poser 2 face cachée. Et tout le sel du jeu est là-dedans, parce que dans votre main de cartes, vous avez une calamité qui sert à rien, qui fait juste moins 4 points de victoire, et vous allez devoir essayer de la refiler à votre adversaire en bluffant, en lui mettant face cachée. Chacun une calamité, et une grande part de l'enjeu, c'est d'arriver à la refiler à l'autre sans se prendre la sienne. Mais en même temps, tu peux te servir de ça pour bluffer et mettre une carte face cachée qui t'intéresse très fort, et puis quand l'adversaire n'est pas allé la récupérer parce qu'il pense que c'est un piège, hop, tu te jettes dessus. Ça crée une grande tension dans la phase de draft, mais ça peut être super frustrant parce que tu peux complètement passer à côté de ta construction de moteur parce que t'as foiré cette phase et que t'as mal lu dans le jeu de l'adversaire. Mais moi j'aime bien parce que ça donne justement une dimension d'humanité à un jeu un jeu de base, Wonderful World, que je trouvais très froid. Donc Wonderful Kingdom vient remettre du piment et du sel, et moi j'aime, mais c'est sûr que c'est pas pour tout le monde, et ça peut être très décontenançant, et certains peuvent complètement détester. Un autre souci de Wonderful Kingdom, c'est que il a 3 modules, et tu sais pas bien quand tu commences le jeu par quoi commencer. C'est toujours un peu foireux ces jeux avec plusieurs modules. Tu te dis quel est le vrai jeu. Tu sais pas distinguer la variante de la règle qui a été recommandée par l'auteur. Et moi, si je dois recommander un seul module, je ne joue qu'avec celui-là, c'est celui des conseillers, qui ajoute des cartes vertes qui, quand vous les récupérez, vont vous donner des petits pouvoirs qui vont vous permettre de vous sortir de situations délicates et parfois vous faire monter en puissance quand vous chopez des soldats. C'est un super module. Donc Wonderful Kingdom, si vous êtes curieux, vous pouvez le choper à pas cher, mais attention, c'est pas pour tout le monde. On enchaîne avec Bug Council of Bacardia, un jeu de pli où il y a des insectes. Bon, il va y avoir pas mal de jeux de pli dans cette catégorie des bizarreries, parce que je le sais bien, j'ai vu vos retours, c'est des jeux qui n'intéressent pas tout le monde. Beaucoup sont en train de dire « Ah, les jeux de pli, j'aime pas, c'est pas pour moi, etc. » Mais il faut être curieux et curieuse, il faut oser découvrir ce genre de jeu, parce que là-dedans, il peut y avoir des trucs qui twistent complètement la mécanique des plis, qui twistent complètement ce que justement vous n'aimez pas d'habitude, et ça peut complètement vous réconcilier avec le genre. Dans Bug Council of Bacardia, non seulement il y a des insectes, mais surtout c'est du pli qui mélange une mécanique d'Awale, parce que la couleur forte va constamment évoluer à chaque tour. La personne qui a joué la carte la plus basse dans la couleur demandée va pouvoir choisir un des cubes qu'il y a autour du plateau, les égrener, et ça va répartir les forces dans les couleurs. Plus une couleur a de cubes sur elle, plus elle est forte, et donc l'atout va changer constamment. Du coup, si dans une situation initiale, votre jeu est mauvais, à vous de vous débrouiller pour qu'il devienne fort. Ou alors, vous pouvez aussi faire le pari que vous ne prendrez aucun pli, et si vous y parvenez, vous allez scorer plein de points de victoire d'un coup. J'aime beaucoup cette mécanique de pari dans les jeux de pli, parce que c'est l'excuse parfaite aux gens qui disent « Ah, j'ai un jeu de merde, je peux pas gagner », bah c'est pas grave, t'as qu'à parier que tu feras 0 pli, et là, la dynamique s'inverse et la réflexion s'inverse, vous voulez perdre le plus possible, et si vous y parvenez, c'est pas facile, mais vous avez un gros bonus. Donc moi j'aime beaucoup ce système, cette ambivalence, et ça fait de Bug Council of Bacardia un excellent jeu. Animalement Vôtre, que vous connaissez probablement plutôt sous le nom de High Society, c'est un jeu de Reiner Knizia, un jeu d'enchères où on reçoit tous la même somme de départ au début de la partie,
et l'emportera celui qui aura le plus de points, sauf que si vous êtes la personne la plus pauvre quand est déclenchée la fin de partie, vous ne pouvez pas gagner. Même si vous aviez 1 million de points devant vous, c'est mort, vous ne pouvez pas gagner, et donc il va falloir bien doser. Donc au début, il y en a qui vont être un peu plus flambeurs, et puis qui après vont plus rien acheter pendant longtemps, du coup les autres vont dépenser, puis à ce point de bascule où il faut dire, ok, là j'arrête de dépenser, et la mécanique a ceci de vicieux que la seule personne qui va claquer son pognon, c'est celle qui va passer, et donc elle va payer son argent, tandis que tous les autres récupèrent leur mise et peuvent à nouveau flamber dans les tours suivants. Et on doit aussi adapter sa mise à ce qu'on a posé sur la table. Donc les petites cartes, qui paraissent pas très intéressantes, en fait elles sont parfaites parce qu'elles permettent de transformer votre 25 en 27, bim, alors que quand on n'a plus de monnaie, on est obligé de faire des grosses mises d'un coup et ça devient compliqué. J'adore cette édition complètement claquée avec des proverbes liés aux animaux. Là on a la carte chaud comme un lapin, par exemple, qui vaut 9 points. Il y a la taille de guêpe, il y a myope comme une taupe, etc. C'est complètement débile, mais ça participe à l'ambiance du jeu. Et c'est un jeu aussi où quand il y a des cartes négatives, c'est twisté, c'est l'inverse, vous payez pour ne pas les prendre, tout le monde est en souffrance autour de la table jusqu'à ce que quelqu'un craque. C'est un jeu qui se joue parfaitement à 5 joueurs, qui maintient sa tension jusqu'au bout. C'est très bizarre, mais surtout dans cette édition avec ces animaux très moches, mais pour moi c'est un excellent jeu d'enchères. Saikabanrai, c'est un jeu de pli japonais où tu ne veux pas prendre de pli, c'est sur le thème des catastrophes naturelles, et là aussi c'est hyper amusant, parce que on a ces cartes de catastrophes naturelles qui sont au milieu de la table. Par défaut, c'est la personne qui a la carte la plus haute dans la couleur demandée qui va ramasser le pli et prendre un mauvais point, mais à chaque fois qu'on joue une nouvelle couleur, on retourne la catastrophe naturelle correspondante au milieu de la table, et quand les 4 sont retournés, bim, le pli se transforme en pli complètement explosif, ou c'est l'inverse, c'est la carte la plus basse dans la couleur demandée qui va ramasser le pli, et elle va non seulement ramasser sa carte, mais aussi toutes les autres cartes, ce qui peut faire plein de mauvais points d'un coup, et puis après on réinitialise et ainsi de suite. Donc c'est très fun, c'est chaotique, ça se joue à 5-6, on essaye de mettre les autres dans la mouise, et puis il y a des cartes spéciales, il y a une carte que tu peux jouer pour être en dehors du pli, il y a une carte qui a un 5 dans la couleur demandée qui vaut moins 5 points si tu arrives à la refiler aux autres, mais ces cartes spéciales, il peut y en avoir qu'une seule dans le pli. Et donc, s'il y en a d'autres qui jouent avant toi et qui les casent et que tu les gardes jusqu'à la fin, elles vont carrément te faire moins 20. Donc, plein de retournements de situation là-dedans, des coups fourrés à n'en plus finir. Saikabanrai, c'est hyper fun. C'est toujours très amusant, ces jeux de pli où tu ne veux pas prendre le pli. Là aussi, ça retourne complètement la façon de jouer les cartes dans ta main. Ça change la logique habituelle. Rien que pour ça, c'est à la fois bizarre, mais très rafraîchissant. Difficile de faire plus bizarre que 1%, le jeu où tu as 1% de chance de gagner. Le jeu débute par une phase où tout le monde lance 2 des 10, et si tu fais 0-0, tu as immédiatement gagné la partie, avant même qu'on commence. C'est débile, mais c'est drôle. Ça ne m'est pas encore arrivé, mais je pense que si ça t'arrive, t'en refais une derrière, mais bon, en même temps, voilà, ça fait partie de l'expérience. Et puis après, tu vas jouer pour essayer de gagner le droit de relancer les dés, pour parvenir à gagner, faire ce 0-0. Et là, ça part sur une espèce de Perudo mais boosté aux hormones, où t'annonces un nombre de cartes qu'il y aurait dans l'ensemble des cartes que les joueurs ont en main autour de la table. Il y a des petites enchères comme ça, avec du bluff, parce que quand tu penses que quelqu'un est allé trop loin, tu peux lui dire non, il n'y a pas 16 comètes autour de la table, et puis on fait un tour de table, oui il y a, non il n'y a pas, oui il y a, non il n'y a pas, bam, on révèle, les joueurs qui se sont plantés sont éliminés, et on repart, et ainsi de suite. Et quand il n'en reste plus qu'un, il y a ce côté Battle Royale, il gagne le droit de lancer 3 fois les dés, ou alors de récupérer des cartes pour améliorer ses probabilités, pour pas devoir faire uniquement 0-0, mais pouvoir faire 0-8 ou 8-8 ou ce genre de truc, si tu as récupéré la carte avec un 8. Et donc, il y a cette espèce de suspense permanent de est-ce que tu vas y arriver. Là aussi, c'est un jeu où tu sautes de ta chaise, où tu as envie de retourner la table quand tu avais énormément de probabilités et que tu n'y arrives pas, ou à l'inverse, quelqu'un avait très peu de probabilités et il y arrive sur un coup d'éclat, et c'est fun. Ça peut tirer en longueur et devenir pénible, mais ça fait aussi partie de l'expérience. Bon, pour l'instant, j'ai pas de partie qui est allée au-delà de la demi-heure, donc ça reste dans l'échelle du supportable, et 1%, c'est aussi débile que drôle.
Là aussi, on est un peu dans la catégorie du pas grand monde l'aime à part moi, c'est Winter Court, c'est une espèce de Shoten Toten plus dans lequel t'as plein de pouvoirs à récupérer au milieu de la table en jouant tes cartes. Ce que les autres critiques lui reprochent, c'est d'être très dépendant de sa main, mais moi, j'aime ce côté de devoir faire avec les cartes qui t'ont été données et tout le puzzle qui en découle, parce que des cartes qui peuvent avoir l'air très mauvaises à un moment vont devenir intéressantes en fin de partie quand les cartes plus hautes ont été jouées. Et donc, il y a ce côté de bien réfléchir jusqu'au bout, d'emmagasiner des forces pour plus tard, pour frapper un grand coup par après et jouer une carte boostée qui sera très difficile à déloger pour ton adversaire, etc. Moi, j'aime Winter Court. Je sais que c'est un jeu qui peut paraître un peu bancal, un peu hasardeux, mais moi, je suis convaincu que quand on le pratique encore et encore, il révèle toutes ces subtilités. Il faut pas s'arrêter à la première partie où on peut perdre assez vite, avoir le sentiment qu'on pouvait rien faire. Il faut le pratiquer encore et encore pour comprendre les moyens de s'en sortir, parce que en réalité, le jeu te donne plein d'options. Il y a une douzaine d'espaces différents sur lesquels jouer avec des pouvoirs différents à chaque fois. Donc si tu parviens à bien exploiter tout ce potentiel-là, tu peux t'en sortir même quand tu as l'impression que ta main est claquée. Mais voilà, ça décontenance beaucoup Winter Court. Là, pour le coup, il a plu à la personne à qui je l'avais fait découvrir, donc je suis content. Un partisan de plus. Il me reste à continuer à répandre la bonne parole. Je vous ai parlé des jeux de pli où il faut pas gagner de pli, je vous ai parlé des jeux de pli avec de l'awale, voici un jeu de pli de type must not follow, tu ne peux pas suivre la couleur, c'est l'inverse de d'habitude, c'est Makai Fuda, un jeu avec un pixel art somptueux et des espèces de délire 8 bits pixelisés comme ça, avec des monstres. C'est du combat de monstres en fait, donc il peut pas y avoir deux fois le même monstre normalement dans le même pli. En début de manche, tu vas parier secrètement pour un des 4 monstres, et tu vas essayer que ça soit sa couleur qui remporte le plus de plis à l'arrivée. Donc tu ne te bats pas pour toi gagner des plis, tu te bats pour que ton poulain remporte le plus de plis. Sauf que ton poulain, il est secret. Et au début, tu bluffes un peu, t'essayes de pas le dévoiler, sinon les autres vont te barrer la route. Quand t'arrives à te mettre en renom dans une couleur, tu peux ajouter ta carte à une carte déjà existante et renforcer une couleur. Et là, les masques tombent, mais du coup, il y a des alliances temporaires qui se créent, et c'est très fun aussi. Le jeu a juste ce qu'il faut de retournement de situation, parce que c'est plutôt bien équilibré quand tu l'emportes sur une couleur, mais alors que vous étiez plusieurs à avoir parié dessus, comme c'est plus facile, tu gagnes moins de points. À l'inverse, si tu mises sur l'outsider, qui va en plus valoir de plus en plus de points à mesure que les manches s'égrènent, tu vas pouvoir gagner plein de points d'un coup, et peut-être gagner en une seule manche si tu as fait un pari qui était particulièrement ambitieux. Donc il y a un côté un peu course de chevaux, mais ampli. Makai Fuda, j'adore l'esthétique, j'adore le gameplay. Il faut y jouer à 4, pas à 3, mais moi c'est un jeu que je porte vraiment dans mon cœur. C'est pas très connu et pourtant c'est le Cluedo Killer, c'est 13 indices, un jeu qui peut se jouer jusqu'à 6 simultanément, c'est ce qu'on a fait dans le cadre du marathon, où chacun essaye de trouver la combinaison de cartes qu'il a devant lui. Un suspect, un lieu et une arme du crime. Pour ça, tu vas poser des questions à des joueurs autour de la table en leur donnant une loupe. À ton tour, tu vas pouvoir jouer autant d'actions que tu as de loupes devant toi. Donc si les adversaires te posent énormément de questions, ils vont te donner aussi énormément d'actions. Tu vas demander à Roger combien il voit de cartes roses. Tu vas demander à Dominique combien elle voit de lieux en extérieur. Ils vont te répondre en comptant l'ensemble des cartes autour de la table, y compris les tiennes, mais y compris aussi 2 cartes qu'ils ont devant eux, qui sont restées sur leur paravent, comme tu le vois sur l'image là. Ça en fait un jeu de déduction particulier, un petit peu chafouin, où tu prends un malin plaisir à mettre les autres sur une fausse piste. Tu peux pas leur mentir, bien sûr, mais si dans l'info, dans la question qu'ils te posent, il y a les cartes devant toi, tu vas, mine de rien, leur donner des trucs qui brouillent leur perception. Et c'est que en posant suffisamment de questions à suffisamment de personnes que tu pourras recoller les morceaux et comprendre qui est fiable pour toi ou non. En plus, il y a un rythme de jeu qui est très bon, parce que même quand c'est le tour des autres, toi aussi tu prends des notes, t'as des infos et tu peux avancer. À 6, c'est particulièrement incisif. En 2, 3, 4 tours, allez, tu peux avoir ta réponse. Ça en fait un jeu particulier, faut aimer la déduction, mais il a le mérite de se jouer en un quart d'heure, sans tout le côté particulièrement fastidieux du déplacement sur un plateau au Cluedo. Alors là, attention, grosse bizarrerie. Witness, un jeu d'Istari, un jeu thématisé Blake et Mortimer qui va ressortir, j'ai entendu. C'est bizarre parce que le jeu s'est pris un four à l'époque, mais c'est un jeu que j'ai toujours gardé, qui là vraiment ne plaît pas à tout le monde parce qu'il implique
non seulement de la mémoire, mais il implique aussi de se chuchoter des infos à l'oreille. Il y a 64 enquêtes dans la boîte, t'en fais une par partie, et on va avoir une espèce de situation initiale, on va avoir chacun une info dans notre carnet, et on va devoir transmettre cette info par téléphone arabe, en fait, de manche en manche aux autres, en chuchotant à l'oreille, et donc je parle à machin qui parle à truc, et puis l'info finira par faire le tour de la table. Mais entre-temps, elle va peut-être être déformée par les oublis, parce que tu ne peux pas prendre de notes, tu dois tout retenir dans ta tête, t'essayes de développer des moyens mnémotechniques, etc., mais ton cerveau est à deux doigts d'exploser, surtout si tu joues une enquête difficile, voire niveau impossible, alors là, c'est l'horreur, mais ça rend le truc très fun, mais évidemment, si tu joues avec quelqu'un qui déteste la mémoire, il va juste être allergique à l'expérience et rester en dehors, voire saboter involontairement la partie, donc c'est très très rare de trouver un bon groupe pour Witness, en plus il faut pouvoir s'échauffer, il faut presque faire une première enquête à blanc où tu sais qu'elle sera foirée, mais pour se mettre dans l'énergie, bon, ce qui est cool, c'est que chaque enquête dure à peu près un quart d'heure. Donc si t'as un groupe qui est particulièrement chaud, tu peux commencer à enchaîner, mais voilà, ça peut aussi trouver ses limites. Donc Witness, c'est pas pour tout le monde, mais moi j'adore, et c'est une vraie curiosité pour le coup. Attention, OVNI, dans Animal Mind, on va se refiler des cartes à chaque tour. Je pioche la première carte du paquet et je te la propose à toi ou à quelqu'un d'autre autour de la table en te disant soit sa valeur, soit sa couleur. Tu peux l'accepter ou la refuser, mais si tu acceptes, tu vas retourner une carte acceptée en refusé, et si tu refuses, bah tu vas retourner un refusé en accepté. Du coup, au bout d'un certain moment, tu auras peut-être plus de latitude et tu seras obligé d'accepter la prochaine carte qu'on te propose ou de refuser la prochaine carte qu'on te propose. Quand l'adversaire refuse la carte que tu lui proposais, elle vient chez toi. Donc des fois, t'as envie de l'avoir si c'est une bonne carte avec une valeur élevée, et des fois t'as surtout pas envie de l'avoir parce que tu ne peux avoir que 3 couleurs différentes devant toi. Évidemment, il y a 4 couleurs dans le jeu, donc si tu devais avoir une couleur alors que t'as plus de place, tu perds ta meilleure colonne et ça peut faire très très mal à ton score. Animal Mind, c'est un jeu dans lequel il faut apprécier de se faire des coups fourrés, faut aimer le côté lecture dans les yeux de l'adversaire, est-ce qu'il est en train d'essayer de me préparer un sale coup ou pas, il y a du bluff, du contre-bluff, c'est un petit peu répétitif, parce que c'est tout le temps la même chose, de prendre une carte, la proposer, etc. Mais en même temps, je trouve ça très drôle parce que t'as vraiment ce moment où t'essayes de dire « Ok, tout peut basculer maintenant si je n'arrive pas à comprendre ce qu'il essaye de me tendre comme piège, ou alors est-ce que c'est en fait un cadeau et il essaye de me dissuader de prendre la carte, etc. » Donc faut aimer ce côté-là. Moi, je trouve ça très rigolo, c'est familial, tu peux même y jouer avec des enfants, le graphisme est tout choupi, ça fonctionne bien, ça se trouve au Japon, donc voilà, pas facile à obtenir, mais c'est faisable. Les jeux avec des sabliers, ça n'a pas commencé avec Kites, il y en a eu avant, et un des premiers à l'avoir tenté, c'est Kitchen Rush, un jeu des Grecs de Artipia Games, un jeu coopératif que j'avais plus ressorti depuis très longtemps. Ça a été difficile de se remettre dans les règles, mais je suis content qu'on ait passé le cap, parce que Kitchen Rush, c'est un coopératif assez unique qui se joue donc en temps réel, des manches de 4 minutes, et c'est du placement d'ouvriers, sauf que tes ouvriers sont tes sabliers, un petit peu comme dans Time of Empire qui est sorti chez Pearl Games des années plus tard, mais ici, là, tant que ton sablier est en train de s'écouler, tu ne peux pas déplacer ton ouvrier, et c'est qu'une fois qu'il aura fini de s'écouler, que tu pourras à nouveau le déplacer. Du coup, t'essayes de bien planifier tes actions et en même temps d'optimiser en retournant un sablier dès qu'il est vide, mais des fois c'est l'embouteillage dans la cuisine, tu veux récupérer des ingrédients dans la réserve, tu veux cuire tes plats au four, tu veux les épicer, au bout d'un moment il n'y a plus rien dans les cuisines, donc il faut faire des courses et il faut se coordonner, mais en temps réel. Donc là où dans un coop tu pourrais avoir un truc de joueur alpha, donc là où dans un coop traditionnel, t'as le syndrome du joueur alpha qui dit « Alors toi tu vas faire ça, toi tu vas faire ça, toi tu vas faire ça », ici on n'a pas le temps de le faire parce que on est pris par le temps réel, et donc faut discuter, improviser, parfois tu fais des actions sous-optimisées, mais ça émule bien le stress d'une cuisine. C'est un petit peu Overcooked si vous connaissez le jeu vidéo, mais en jeu de plateau, c'est quand même moins stressant, moins frustrant, ça reste faisable. Ce qui est cool, c'est que même si ton plat il n'est pas terminé, tu peux le récupérer d'une manche à l'autre. Ça reste difficile de gagner parce que tu as un objectif assez chaud à atteindre, mais
au moins, si t'as pas gagné, tu feras quand même les 4 manches. Voilà, t'as un peu de pression financière aussi parce que à la fin de chaque manche, tu dois payer les sabliers que t'as utilisés. Sinon, ils font la gueule et il faut les récupérer sur le côté, les réembaucher parce qu'ils démissionnent. Donc, il y a vraiment tout le stress qu'un restaurant étoilé peut avoir, mais ça reste bon enfant avec des graphismes un peu à la Pixar, très colorés. C'est très chouette Kitchen Rush, je suis content de l'avoir ressorti. C'est pas pour tout le monde, faut avoir le cœur bien accroché. Dernier jeu de la vidéo, dernière bizarrerie du jour, Startups de chez Oin Games, édité en français par Pixie Games. C'est un jeu de majorité où on va prendre des parts dans des entreprises et si on n'est pas celui qui est majoritaire en termes de parts dans cette entreprise à la fin, on va devoir payer aux joueurs majoritaires pour chacune de nos parts. Bah oui, on a pris des parts dans son entreprise, on paye au big boss, c'est normal. Sauf que le jeu va entretenir un suspense jusqu'à la fin de la partie parce que vous avez 3 cartes en main et à la fin, ces 3 cartes, elles vont être déposées devant vous, elles vont s'ajouter à votre collection, elles vont peut-être vous faire gagner des majorités ou à l'inverse, faire que vous allez devoir payer aux joueurs majoritaires. Et vous allez constamment être en train de gérer cette petite main de 3 cartes parce qu'à chaque tour, vous allez récupérer une carte puis en reposer une, soit la reposer au milieu, soit la reposer devant vous dans votre collection. Poser une carte dans sa collection, c'est prendre des risques parce que si on n'est pas sûr d'avoir une majorité, ben on va raquer. Et en même temps, si tu t'assures trop une majorité, ben les autres vont pas te suivre. Si je mets 4 cartes vertes devant moi dès le début de la partie, vous allez jamais poser des cartes vertes et du coup elles vont rien me rapporter à la fin. Si à l'inverse tu mets des cartes au milieu, c'est aussi intéressant parce que si les adversaires ne veulent pas les récupérer parce que c'est des cartes qui les arrangent pas parce qu'elles vont probablement leur faire perdre une majorité, ben ils doivent payer des pièces de leur réserve sur ces cartes. Et donc, évidemment, si quelqu'un les récupère par après, ben, il récupère aussi les pièces qu'il y avait dessus. Évidemment, tu peux pas récupérer une carte pour sa thune, puis la reposer immédiatement au milieu, donc tu dois te mouiller, tu dois au moins la prendre un petit peu dans ta main, quitte à essayer de la reposer plus tard, mais pendant ce temps-là, t'agrandis pas ta collection, etc. Startup, c'est pas facile à pitcher, c'est vraiment pas évident à comprendre, tu navigues un petit peu dans le flou pendant la première moitié de la partie, voire pendant la première partie, c'est pour ça que c'est un jeu un peu bizarre, pas facile à sortir, et en même temps, dans le format 3-4 joueurs qui se jouent en une demi-heure, c'est vraiment parfait, c'est très intéressant, les majorités sont disputées, il y a du suspense jusqu'au bout, c'est très épuré en termes de règles et en même temps il y a beaucoup de profondeur dans les choix, il y a pas mal de dilemmes, beaucoup d'interactions, tu prends un malin plaisir à regarder les autres quand tu leur fais un coup un peu salaud, il y a ce moment un peu magique où tu abats tes 3 dernières cartes que tu avais gardées à la fin de la partie et là il y a des retournements de situation possibles aussi, donc Startups dans les jeux de chez Oin Games, c'est un de ceux que je vous recommande tout particulièrement, même si c'est pas facile de voir comme ça tout le potentiel du jeu au premier abord. Et voilà, c'est tout pour cette fois, j'espère que ça vous a plu, il y avait un peu de tout, hein. Il y avait des piliers incontournables, il y avait des jeux plus récents mais qui sont imposés sur ma table de jeu, et puis des trucs très étrange, mais que moi j'apprécie et j'espère que ça suscitera votre curiosité pour que vous penchiez dessus. Si ça vous a plu, vous savez ce qu'il vous reste à faire, hein, le like, le commentaire, dis-moi ce que t'as pensé des jeux que je t'ai présentés, et puis tu peux me soutenir sur Ko-fi, lâcher un petit don, acheter un petit ticket de tombola, faire un tour sur la boutique partenaire Golden Meeple. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo, c'était Boris pour Rue du Jeu, jouez bien par chez vous, ciao. Oui, j'ai écrit et j'ai joué des personnages, quelque part un fichier texte survit encore en ligne. Et j'ai chanté dans un micro sans avoir l'âge, quelque part dans les archives, des ondes encore s'alignent. Si j'ai voulu pendant un temps repeindre en blanc tout mon bazar, c'est peut-être ça la vie d'artiste.